Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Des nouvelles de la planète Mars, nous en prendrons grâce au robot Curiosity qui cherche des traces de vie depuis un peu plus d'1 an. Nous reviendrons sur les dernières informations reçues et décryptées par l'IRAP, c'est l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Il a été beaucoup question de réhabilitation ce matin au conseil municipal de Toulouse. L'après-Castalide, la cité nommée Favela du Mirail, elle a été évoquée. En question également le futur de la prison Saint-Michel. Nous y reviendrons. Enfin du sport avec le Toulouse Football Club qui veut créer la surprise ce soir à Saint-Etienne. Le Stade Toulousain est sur ses gardes avant de recevoir le champion de France Castres demain. Et puis en fin de journal, Jean-Marc, on parlera cinéma. Et oui, on parlera de Groland et du festival avec des invités, notamment Frédéric Saucher. Bonsoir. Vous avez entre autres fait ce livre Le fantôme de Truffaut qui parle de vos boires et des boires dans le cinéma. Et à Groland, on montrera un de vos films cinéastes à tout prix. Bien, on verra ça donc en toute fin d'édition. Mais pour débuter, à la veille du 12e anniversaire de l'explosion de l'usine AZF, retour sur le dossier juridique. La Cour d'appel a condamné l'an dernier Grande Paroisse et son directeur pour une négligence et une imprudence à l'origine du décès de 31 personnes et de blessures pour de milliers d'autres. Suite à cette condamnation, Grande Paroisse et son directeur Serge Bichelin se sont pourvus en cassation. La décision tombera le 24 septembre prochain. Sophie Wallis a rencontré Stella Bisseuil, avocate de l'association des familles endeuillées, pour en savoir plus. La Cour de cassation, c'est une cour qui examine s'il n'y a pas une erreur de droit. Voilà. Donc il y a un certain nombre de critiques qui sont faites par Total, qui viennent déposer un mémoire très volumineux comme ils font d'habitude, avec beaucoup de choses, qui vont un petit peu dans tous les sens. Et ils critiquent du point de vue du droit cet arrêt. D'ailleurs ils mélangent un peu tout, ils reprennent évidemment très largement les faits, la cause de l'explosion, le droit, ils reprennent tout. Et la Cour de cassation devra ensuite rendre une décision. Voilà. Et il y a une autre échéance qui est beaucoup plus rapide, c'est celle du 24 septembre, où on va avoir la décision de la Cour de cassation sur une question de constitutionnelle qu'a posée aussi la société, le groupe Total, sur là aussi des questions de droit. Voilà. Donc c'est un dossier qui chemine maintenant à Paris dans des instances très très juridiques, mais en ce qui concerne l'examen des faits, il y a une page qui a été tournée. Rappelons que la Cour d'appel a condamné Serge Bichelin à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme, 145 000 € d'amende. Grande Paroisse a été condamnée à 225 000 € d'amende, c'était en septembre 2012. AZF côté mémoire à présent, quels sont les souvenirs qui restent 12 ans après? Alors Jean-Marc, vous avez rencontré un témoin particulier, de qui s'agit-il? Oui, c'était Philippe Douste-Blazy qui était maire ce 21 septembre 2001. Nous l'avons rencontré hier dans la librairie Priva. Il dédicaçait un livre et évidemment, nous lui avons parlé pour ce témoignage de ce souvenir d'AZF. On l'écoute. Pour moi, le 21 septembre, c'est d'abord des morts. Et je voudrais penser à eux et à leurs familles. Ensuite, ce sont des milliers et des milliers de blessés. On ne se rend pas compte, les traumatismes de l'oreille, oui. Des traumatismes, souvent les artères qui étaient sous la peau. Il a fallu que des chirurgiens, des médecins, des infirmières soient sur le pont pendant des dizaines de jours. C'était aussi pour moi une solitude extrême, être le maire d'une ville qui a été touchée comme cela. Eh bien, merci à tous ceux qui nous ont aidés, aux psychologues, aux assureurs, aux avocats, aux médecins, aux hôpitaux, aux cliniques privées, qui ont tout fait pour ça. Climat houleux ce matin lors du conseil municipal, au cœur des débats, l'avenir de la prison Saint-Michel. Autre réhabilitation évoquée, celle des Castalides, cet immeuble insalubre du Mirail évacué au début du mois. Les détails avec Jérôme Bolloc. Les membres du conseil municipal étaient attendus ce matin par des habitants des Castalides et des associations de droit au logement. Une délégation a été reçue par Stéphane Carassou et Claude Touchefeu. Nous, on a défendu le fait que l'évacuation était disproportionnée par rapport aux personnes qui restaient. Ça a eu à peine une trentaine, 50 habitants qui restaient. Sur les hébergements actuels, on a eu les réponses qu'on voulait. Ça avance. Tous les gens qui avaient un bail vont être relogés dans les prochaines semaines, ça c'est sûr. Il y a des sans-papiers, il y a des Roms, il y a des gens en situation difficile. Donc on avait trouvé une solution de logement pour l'ensemble, même si quelques personnes et quelques associations découvrent ces problèmes-là dernièrement. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé sur la question de l'accompagnement en hébergement à l'hôtel qui coûte beaucoup plus cher que d'ouvrir et de réhabiliter des logements vides.
Autre sujet important aujourd'hui, la prison Saint-Michel, qui devrait devenir un lieu de mémoire. Le dossier prend une nouvelle tournure. On passe une première étape puisque nous avons réussi à nous mettre d'accord sur une procédure avec l'État pour obtenir pendant 99 ans un endroit qui est porteur de symboles, de mémoire, de souffrance, avec des procédures qui garantissent le maintien pour la municipalité de pouvoir lancer ce projet. Il était question, il y a un conseil municipal qui l'avait ratifié à l'unanimité justement pour que la ville fasse l'acquisition de ce lieu emblématique, historique, et là recule, donc on part sur un bail amphithéotique. Tout ça n'est pas sérieux, rien n'est prévu, rien n'est proposé et rien n'est acquis. Le transfert de gestion qui va avoir lieu est moins bien que l'achat du Castellet ou qu'un bail amphithéotique. Mais nous, les renseignements juridiques que l'on nous donne, c'est qu'il y aura une garantie pour que la ville de Toulouse défende le devoir de mémoire. Après, nous ne comprenons pas le positionnement de Pierre Cohen actuellement vis-à-vis de l'école de commerce. Nous sommes, nous, sur un projet culturel, voire avec des lieux de vie, peut-être de l'habitat, mais nous souhaitons d'abord que ce projet se fasse en concertation. En cette veille de commémoration de la catastrophe d'AZF, les écologistes ont quant à eux tenu à soulever le problème des ballastières pour que le conseil municipal se prononce pour la prise en charge intégrale par l'État de la dépollution du site. Il est inacceptable pour les Toulousains qu'il y ait un site avec autant de nitrocellulose qui soit immergé, potentiellement dangereux, et nous demandons à l'État de prendre toutes ses responsabilités. Ça fait des années maintenant qu'on nous balade, qu'on ne nous répond pas sur cette question-là. À 6 mois des élections, le positionnement des élus se resserre, les échanges deviennent de plus en plus politiques. Fait divers à présent avec cette interpellation hier d'un individu soupçonné d'avoir proféré des menaces de mort par téléphone auprès de l'école Ortora, anciennement Ozar Torah. L'homme se serait présenté comme un cousin de Mohamed Merah. L'appel a été tracé jusqu'en Haute-Saône où le jeune homme de 20 ans a été présenté cet après-midi au parquet de Vesoul. Il devra répondre de menaces de mort en lien avec une religion. À la Croix-Falgarde, les familles de gens du voyage vont être expulsées. Le tribunal de grande instance a rendu son délibéré ce matin. Ils doivent quitter immédiatement la base de loisirs qu'ils occupent depuis dimanche. Mais pour eux, ce référé n'offre aucune alternative, les laissant donc dans l'espace. Maxime Van Oudendik pour les détails. Les 7 familles doivent repartir. Seul lieu d'accueil potentiel évoqué par la mairie de la Croix-Falgarde, ce terrain à la Beige. Les familles en ont déjà bénéficié pendant 1 an, jusqu'en juillet dernier, mais la solution n'est pas si évidente. C'est un terrain qui était dit provisoire, donc la préfecture nous avait fait, comme c'est en zone inondable, et zone de bruit important, à cause de l'autoroute qui borde le terrain, donc il y a eu 2 bails de 6 mois pour nous autoriser à mettre les caravanes là, parce que c'est interdit aux caravanes aussi. Donc ces bails sont finis, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'être ici non plus. Mais le principal problème reste l'insalubrité du lieu. Au départ des familles, les installations étaient en état de fonctionnement. Pour preuve, ce constat d'huissier datait du 4 juillet. Mais depuis, les lieux ont été détériorés, sans eau ni électricité. Impossible pour les 40 adultes et leurs dizaines d'enfants de revenir vivre ici. Et impossible pour le maire de la Croix-Falgarde de les autoriser à rester sur la base de loisirs, comme en 2010. À cette époque-là, il n'y avait pas de terrain provisoire à la Beige. Et donc, il n'y avait pas de solution. Donc c'était normal d'attendre, de temporiser. Bon là, il n'y a aucune raison de temporiser puisque ce terrain existe toujours. Même si j'entends bien leur revendication, c'est pas en état. Ça, je pense qu'il faut le remettre en état. Face à la situation, l'Union française des associations de tziganes apporte son soutien. Une opération escargot sur la rocade toulousaine est prévue vendredi prochain. Tiré à balles réelles pendant un tournage de cinéma, axé toute sa filmographie sur la Seconde Guerre mondiale ou se passionner pour les remakes, voilà le genre de cinéaste qui passionne Frédéric Sauger. Bonsoir, vous êtes notre invité. Il présente ce soir à l'Utopia Cinéaste à tout prix dans le cadre du Festival international du film grolandais. Alors qu'est-ce qui vous intéresse tant chez ces cinéastes atypiques ? C'est leur passion du cinéma, c'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix faire des films, d'où le titre Cinéaste à tout prix. Et ils arrivent à fédérer autour d'eux des équipes, des acteurs, amateurs, mais qui viennent de toutes les couches de la société. C'est-à-dire que c'est en Belgique que ça se passe. Hein. Déjà, faut le souligner, c'est une histoire belge, mais vraie. Et donc, il y a par exemple un sénateur belge, Tendance Chevènement, c'est l'équivalent, qui accepte de jouer le rôle d'un sénateur romain dans un péplum. Je ne sais pas si Chevènement accepterait l'équivalent en France. On aimerait voir ça. Il y a un ouvrier, il y a un sacristain, il y a une inspectrice de police, et tous, ils se retrouvent autour de cette passion du cinéma pour faire des films
pas pour un film, mais pour 10, pour 15, pour 20 films pendant 10, 20, 30 ans, des longs métrages faits sans argent et avec des moyens de diffusion alternatifs. Et donc j'ai fait un documentaire là-dessus. Et oui, vous avez réalisé ce film. Est-ce qu'on pourrait dire que ces gens-là sont un peu comme des Jean-Pierre Mocky? Jean-Pierre Mocky est encore connu, mais ces gens-là travaillent pour 400 personnes, pour des publics un peu obsessionnels. Est-ce que vous, justement, ce qui vous intéresse, c'est l'obsession du cinéma? C'est la passion du cinéma, et ce qui me fait rêver, moi, dans le cinéma, c'est que c'est un art populaire qui peut réunir toutes les couches de la société. Et on a besoin de ça, je pense. Il y a un côté politique dans le cinéma. On est à Toulouse, c'est Serge Regour qui est un des premiers à avoir vu, par exemple, le film Cinéaste à tout prix. Et je pense qui est professeur d'université à Toulouse. Ouais. Voilà, et donc je pense que c'est important qu'il y ait ce lieu magique qu'est la salle de cinéma, où tout le monde puisse se retrouver autour du plaisir d'un film, de partager un imaginaire. Alors pendant qu'on regarde un extrait de ce qui passe ce soir donc à l'Utopia, votre film, vous serez là-bas d'ailleurs pour défendre le film juste après la projection. Est-ce que justement ce qui vous intéresse aussi, c'est tous ces gens qu'on ne voit jamais, ce qu'on appelle le hors-champ du cinéma, peut-être les pauvres, peut-être les asociaux, tous ces gens-là? Non, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'il n'y ait pas qu'on sorte des a priori. Je pense qu'on a tous des a priori, les spectateurs, les critiques, les personnes qui font des cinémas, et donc d'être ouverts à plein de cinémas différents. Et là, par exemple, ces cinéastes, avant que je fasse le documentaire sur eux, ils n'étaient pas repris dans les encyclopédies, ils n'étaient pas repris à la Cinémathèque, alors qu'ils ont fait plein de longs métrages. Et c'est pour ça qui m'a intrigué, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en savoir plus. Alors votre vie est dédiée au cinéma. Vous êtes aussi demain dans la librairie BD Ciné, dans l'après-midi, pour parler d'un livre qui s'appelle Le fantôme de Truffaut, une initiation au cinéma, c'est ce livre-ci. Et dans ce livre, finalement, vous parlez de vous, qui dès l'âge de 15 ans avez voulu être cinéaste. Vous avez eu des lettres de François Truffaut qui vous a donné peut-être des conseils pour être cinéaste. Donc votre vie est toute en dévotion à cet art. Oui, alors si j'ai voulu faire ce livre, c'est pour parler des coulisses du cinéma, parce que je pense qu'il y a quelque chose de romanesque. Tout ce que je raconte, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu, mais j'espère que ça dépasse mon propre parcours, parce que je pense qu'il y a un point commun à tous les réalisateurs, quoi qu'on pense de leur film, c'est qu'il y a un côté épique. Il y a un combat pour faire un film. Et il n'y a jamais de long fleuve tranquille. Et donc il y a plein de questions, d'aléas, évidemment, liées à la production, liées à la diffusion, au rapport aux acteurs, à l'équipe. Et donc j'avais envie que ce côté romanesque transparaisse dans le film et qu'il puisse s'intéresser à la fois à ceux qui ont envie de faire des films et puis ceux qui sont des simples spectateurs et qui puissent voir l'envers du décor. Et puis aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important dans le cinéma, c'est justement de raconter une histoire et de voir comment on peut trouver un financement et arriver à ce que les films soient diffusés. Et c'est ce que je vis comme cinéaste, il y a plein d'autres réalisateurs qui le vivent aussi. Sur ce rapport réalisateur-acteur, on s'imagine, quand on est un peu extérieur à ce monde-là, que le lien vient forcément dans ce sens-là. Il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas. Vous avez quelques anecdotes, il semblerait, où le rapport de force inverse. Expliquez-nous comment ça se passe. Ce que j'ai voulu dans le livre, j'espère ne pas avoir été complaisant avec moi-même, ça c'est la pire des fautes qu'il faut éviter, mais non plus pas complaisant avec les autres, c'est-à-dire raconter vraiment les choses telles qu'elles se passent. Par exemple, il y a des anecdotes sur ce que j'ai vécu avec Benoît Poelvoorde, il y a donc des personnes célèbres que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est-à-dire Poelvoorde qui vous aime et qui vous lâche en même temps. C'est quelqu'un de très curieux, que moi j'estime. D'abord, la première chose, c'est que je pense que c'est un très très grand acteur, l'un des plus grands acteurs de sa génération, mais il vient, donc j'ai une double casquette, je suis également professeur à l'université, il vient à la rencontre de mes étudiants, je ne parle pas du tout de mes films ni de mes livres, et tout à coup il dit mais il faut absolument qu'on travaille ensemble, qu'on fasse un film devant le public des étudiants, et puis après quand c'est pour le passage à l'acte, il n'est plus là. Et donc Benoît Poelvoorde est peut-être la seule personne au monde, j'espère que ce sera la seule qui, quand il me voit, part en courant comme si j'avais la peste, parce que je pense qu'il n'arrive pas à affronter le fait qu'il ait dit quelque chose et puis qu'il ne tienne pas parole ensuite. C'est comme une rencontre ratée. Et le cinéma, c'est des rencontres réussies, parfois, le plus souvent possible, mais aussi parfois des boires et des boires, vous disiez, mais je pense qu'il n'y a pas de boire sans des boires, c'est les deux ensemble, les boires et les boires qui se renvoient l'un à l'autre. Ce qui est fascinant, vous disiez, vous avez une double casquette, c'est-à-dire que vous êtes professeur, donc vous étudiez le cinéma, et à la fois vous vous plongez dedans. C'est-à-dire que vous connaissez plein de gens. Vous avez rencontré Arletty, vous avez fait en sorte que Gainsbourg tourne dans un court-métrage, je crois que c'est le premier court-métrage que vous tournez. Vous étiez tout jeune, c'est-à-dire que vous ne lâchez jamais. Vous avez rencontré Édouard Baird, Hélène de Medeiros, que sais-je encore. Et à chaque fois, en fait, qu'est-ce qu'il faut ? Ce que vous avez dit Truffaut à l'époque, il faut tenir et s'adapter. Est-ce que vous tenez et vous adaptez ? Est-ce que vous avez réussi à faire ça, en fait ? C'est pas à moi d'en juger, mais je pense que la première qualité d'un cinéaste, au-delà du fait qu'il ait du talent ou pas, c'est aux critiques et aux spectateurs d'en juger, mais c'est d'être tenace. Il y a une pugnacité. On n'arrive pas à faire des films si on ne se bat pas pour les faire. C'est vrai, quand on lit votre livre, on sent que vous êtes une sorte de pot de colle, quoi. Jamais vous ne lâchez rien, quoi. C'est la dernière question. Pot de colle, je ne sais pas, mais c'est vrai que par exemple, quand j'avais 18 ans, que j'ai fait ces films avec Gainsbourg, Yves Mourouzi m'a invité au journal télévisé de TF1 et il m'avait dit que j'étais celui qu'il avait le plus harcelé pour être au journal télévisé. Donc je ne sais, mais en même temps, il était ravi de me recevoir. Et juste avant, il y avait les Rolling Stones qui recevaient. Et donc c'est formidable. Aujourd'hui, on le fait
fait ici à Toulouse. Mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus dans un monde formaté où il n'y a pas d'ouverture à la diversité. Tout est possible sur Internet, mais il faut que tout soit possible également dans les grandes salles et dans les grands médias. Ok, Merci. voilà un message que vous pourrez faire passer peut-être ce soir à l'Utopia donc. On poursuit avec des nouvelles de l'espace. C'est la sonde américaine Curiosity qui vient de délivrer ses dernières analyses. Elle révèle un très faible taux de méthane dans l'atmosphère de la planète rouge. Une découverte importante quant au processus d'évolution de la surface de Mars et de son habitabilité. Nous avons rencontré Sylvestre Maurice. Il est astronome toulousain. Il est à l'origine de la ChemCam. C'est la caméra chimique de ce robot. On l'écoute. Dernière nouvelle de Curiosity, le robot explorateur à 6 roues, l'atmosphère de Mars serait pratiquement dépourvue de méthane. Les analyses rapportent un taux extrêmement faible du gaz, ce qui vient invalider les mesures faites en 2003, où un nuage de 19 000 tonnes de méthane avait été observé. Il y a plusieurs années, des scientifiques, à l'aide d'informations qu'ils avaient de Mars, pensaient avoir trouvé du méthane. Et le méthane est un gaz important. On en a sur Terre, et sur Terre, sachez qu'il est produit principalement par les vaches et aussi un petit peu par des phénomènes géologiques qu'on appelle la serpentinisation. Mais c'est surtout les vaches qui font le méthane sur Terre, c'est un traceur d'activité finalement biologique. Pour autant, ces analyses remettent-elles en cause la présence de vie sur Mars? Non, pas du tout. On n'a pas d'indication. Est-ce qu'il y a eu de la vie? Est-ce qu'il y en a? Mais en tout cas, il n'y a pas cette flore finalement de microbes qu'on a sur Terre. Ça n'existe pas. On s'en doutait évidemment un petit peu. Et d'ailleurs, trouver du méthane sur Mars nous posait en quelque sorte un problème parce que s'il est là, il a une durée de vie assez courte, d'environ 300 ans. S'il est là, ça veut dire qu'il est produit en permanence et on ne connaît pas, à part celui des bactéries, de mécanismes pour produire autant de méthane pendant si longtemps. Et donc finalement, ne pas avoir de méthane, on ne va pas dire ça nous arrange, Mars c'est Mars, hein, mais finalement on n'est pas dans ce piège de se dire comment il est produit, on n'arriverait pas à comprendre ce qui se passe. Donc c'est une non-découverte qui a quand même beaucoup de conséquences qu'il va falloir creuser. Malgré tout, il subsiste des différences dans les analyses de 2003 et celles d'aujourd'hui. Il faut poursuivre les recherches. La découverte constitue une avancée importante dans le processus d'évolution de la surface de Mars et de son habitabilité. Dès 2020, d'autres missions seront-elles consacrées à la recherche de traces de vie. On termine avec le sport. Le Toulouse Football Club est toujours en quête de sa première victoire. Il essaiera de créer la surprise à Saint-Etienne, actuel deuxième du championnat. Ce sera tout à l'heure. Le Stade Toulousain essaiera, lui, d'éviter de se faire surprendre par Castres. Demain à Ernest-Vallon, Samuel Prieur. Votre week-end sportif débute dès ce soir avec du football. Le TFC se déplace à Saint-Etienne pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. La SSE est dans une excellente dynamique puisque le club occupe la seconde place du championnat derrière Monaco. Un ancien violet a rejoint les Verts. Franck Tabanou sera un danger pour ses ex-coéquipiers. Le Toulouse Football Club, qui cherchera à confirmer sa belle prestation du week-end dernier contre l'OM, aimerait surtout décrocher la première victoire de sa saison. Il y a désormais urgence puisque les hommes d'Alain Cazenova sont 19e du championnat. Côté effectif, à noter le probable retour de blessure de Jonathan Zebina. AS Saint-Etienne TFC, coup d'envoi dans le chaudron de Geoffroy Guichard ce soir dès 20h30. Côté ballon ovale, place au derby de la région Midi-Pyrénées qui se jouera samedi à Ernest-Vallon pour le compte de la 7e journée de Top 14. Stade toulousain Castres Olympique, c'est déjà un moment fort de la saison. Souvent battu dans la ville rose, le CO souhaitera démontrer que son statut de champion en titre le galvanise. Pour les Rouges et Noirs, il s'agira de s'étalonner face à ce qui se fait de mieux en France, tout en cherchant à rester invaincu à domicile. Côté effectif, Dussautoir et Picamol sont incertains pour cette rencontre. Poitrenaud devrait débuter à l'arrière. L'international français, qui a débuté le rugby à l'école du Stade Toulousain, a prolongé son contrat de 2 années supplémentaires. Il est désormais lié à Toulouse jusqu'en 2016. Un joueur emblématique des Rouges et Noirs qui, pour la petite histoire, est né à Castres il y a 31 ans. Stade Toulousain Castres Olympique, coup d'envoi samedi dès 15h. C'est la fin de cette édition. Excellent week-end à tous. Lundi, vous retrouverez à cette même place Sophie Voinis.